Dans l'actualité de ce mercredi, les acteurs culturels ont bravé l'interdiction du préfet à la place de la Nation. Ils demandent désormais l'annulation de la dette fiscale des entreprises culturelles et la réouverture des salles de spectacle. Selon le ministre conseiller Youssou N'Dour, de nouvelles mesures vont être annoncées pour soulager les artistes. Le coronavirus a encore emporté des vies. 6 morts sont annoncés aujourd'hui. 29 décès en l'espace d'une décade. Nous ferons le point dans un instant. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi le renvoi du procès de l'affaire Ibakam. La liberté provisoire a été refusée aux prévenus, toujours en justice. La mort d'une septuagénaire belge défraie la chronique à Thiès. L'époux et sa première femme ont été présentés au procureur. Les derniers développements dans ce journal. Et puis retour sur les faits politiques marquants de l'année 2020 dans la rétro politique. Rendez-vous en fin d'édition. Les artistes ont tenu leur sit-in à la place de la Nation malgré l'interdiction de rassemblement par le préfet. Au-delà de la réouverture des salles de spectacle, les artistes demandent désormais à l'État l'annulation de la dette fiscale des entreprises culturelles et des promoteurs de spectacles. Habib Faye, Modou Diop. Ils n'en peuvent plus. Leur inactivité depuis 10 mois est insupportable. Les artistes ont décidé à la vitesse supérieure en investissant la place de la Nation pour se faire entendre. Ils veulent plus de considération de la part des autorités. Aujourd'hui, la majorité de ces gens n'ont pas de quoi joindre les deux bouts. Et pendant ce temps, le ministre y travaille. Le cabinet du ministre y travaille. Vous, les journalistes, vous travaillez. Les caméramans travaillent. Mais le monde de la culture n'a pas le droit de travailler. Ce qu'on demande, c'est que tous les endroits où on peut respecter les mesures barrières, que ces endroits au moins soient ouverts pour que ces activités puissent continuer. Assis à même le sol, pancarte à la main, où on peut lire « Rendez-nous notre dignité, nous avons tous le droit de travailler ». Tout le monde le sait, c'est le mois où les artistes sont le plus sollicités. Et si on se retrouve dans une situation où on ne peut pas s'exprimer, je pense qu'il y a un problème. C'est la raison pour laquelle on est aussi aujourd'hui ici, pour que le message soit entendu par nos autres autorités et que notre ministère de tutelle fasse son travail et qu'il aille justement défendre notre cause. Ça affecte l'entreprise musicale, ça affecte aussi toute l'économie musicale parce que voilà, il y a une économie culturelle et c'est pas seulement la musique, c'est toutes les formes d'art. Regroupés au sein du collectif des artistes musiciens, ils ne comptent pas laisser filer l'opportunité de remplir les salles de spectacle. Ils jugent discriminatoire l'arrêté. On s'adresse directement à l'autorité de première division, à savoir le chef d'État, qui essaye de voir la situation des artistes, puisque nous avons travaillé dans un plan de relance du secteur de la culture. Et qui a une famille à nourrir et qui se veut modèle de développement de son pays. Voilà, on est là pour dire non à la discrimination. Un accès au crédit, un fonds de garantie qui nous permet d'accéder au crédit parce que les institutions financières de ce pays-là ne font pas confiance à la culture. Rappeurs, Mbalahman, comédiens, entre autres, tous ces acteurs culturels ont bravé l'interdiction préfectorale, mais a signalé que les forces de l'ordre ont quitté les lieux avant leur arrivée. Dans les régions également, les artistes ont manifesté leur colère. À Sédhiou, par exemple, les acteurs culturels promettent de mener les activités en respectant les gestes barrières si jamais l'État lève les mesures restrictives à leur encontre. Ici, c'est pour montrer qu'il y a problème. Il y a problème parce qu'aujourd'hui, on est privé de travailler, nous les acteurs culturels. On est privé de travail, c'est-à-dire tout ce qui est regroupement à notre niveau, c'est-à-dire dans les boîtes de nuit et autres, sont en arrêt. Donc aujourd'hui, on veut demander à l'État d'assouplir cet arrêté au fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut travailler sincèrement, mais en limitant la jauge dans les endroits comme fermés, même dans les endroits publics, tout en respectant les mesures barrières. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous, les acteurs culturels, on a été les premiers à s'engager dans la lutte contre le coronavirus en faisant des clips, des sketchs et tout ce qui est artistique. Même les peintres ont montré sur des murs et autres qu'on doit éviter le coronavirus en respectant les mesures barrières. Donc on a participé à
sensibilisation comme il le faut. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on nous prive de travailler, de jouer notre partition pour avoir quelque chose à amener à la maison, c'est-à-dire à nourrir nos enfants, à payer nos loyers. Et selon le ministre conseiller Youssou N'Dour, médiateur dans cette affaire, la colère des acteurs culturels peut se comprendre selon lui parce que la fin de l'année est une période charnière pour les artistes, mais une solution sera annoncée pour soulager les acteurs. Youssou N'Dour au téléphone de Chérif Dia. Va décider d'appuyer les artistes dans les 48 heures. Je pense que si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain au plus tard. Et je crois que aujourd'hui la situation est difficile pour les artistes. Depuis 10 mois, les artistes n'ont pas travaillé. Depuis 10 mois, c'est vrai que l'État a fait un geste, mais c'était pas suffisant par rapport à ce que les artistes espéraient avec la fin de l'année. Et la pandémie est revenue, donc aujourd'hui nous sommes dans une situation de blocage et nous avions, par rapport à notre médiation, pensé aussi à un plan B. Le plan B, c'est de pouvoir appuyer un peu les artistes vers la fin de l'année, pour que quand même qu'ils souffrent un peu. Et je pense que ça c'est acquis et nous pensons que ça va tomber d'un moment à l'autre. Donc je pense que c'est mieux que rien. C'est mieux que rien parce que quand même nous avons une part de responsabilité sur vraiment aussi des débordements avec cette pandémie-là aussi si nous insistons trop. Aujourd'hui, on a une solution et cette solution-là devrait satisfaire tout le monde. Je demande à mes amis, artistes et tout, de considérer qu'il y a une solution qui est déjà trouvée et qui va être annoncée d'un moment à l'autre. Autre grand titre de cette édition, Justice, affaire Iba Thiam. À la demande de la partie civile, le tribunal correctionnel a renvoyé au 13 janvier le procès qui devait se tenir aujourd'hui. La troisième demande de liberté provisoire des prévenus a été rejetée parce que le trouble à l'ordre public ne s'est toujours pas estompé selon le juge. Il défraie la chronique à Thiès, la mort d'une septuagénaire belge au quartier Thiès-Nonne. Son époux, qui aurait avoué son crime, était en garde à vue depuis dimanche, mais sa première épouse a été elle aussi interpellée. Tous les deux sont présentés au procureur. L'affaire fait grand bruit à Thiès. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Céla Tire. Est déserte, toutes les portes sont fermées. Ici, à Thiès-Nonne, le vide inhabituel des lieux contraste avec la clameur qui anime l'endroit. Cette disparition de la Belge alimente les débats. La mort atroce de la Belge Christiane José Clémente inquiète tout un quartier. Une douloureuse séparation pour ses voisins. La façon dont le gars a tué sa femme, vraiment, c'est ignoble. L'a tué ici, l'amener dans la brousse, l'enterrer sans que personne ne chasse, croyant que personne ne le saura. Mais Dieu a fait que tout est clair. Tout le monde le connaissait dans le quartier. Elle faisait des actions de bienfaisance, pratiquement, vraiment, tout le monde l'appréciait. Et puis le fait de venir ici choisir aussi le quartier, c'était un plaisir pour tout le quartier. Le délégué de quartier de Thiès-Nonne, en phase avec les habitants, se réjouit de l'arrestation du présumé meurtrier, Alassane Sarr et son épouse. C'est une complice parce qu'elle savait pratiquement ce qui s'est passé, mais elle devait au moins dénoncer pour se protéger, mais elle n'a pas voulu parler. Ce qui lui arrive aussi, c'est sa responsabilité. Alassane Sarr et son épouse sont devant le procureur. Ils seront certainement déférés au parquet dans les prochaines heures. Merci, Cheikh Anta. Parlons du couple presse-police. Les relations sont souvent heurtées, complexes et ambivalentes. Des écarts de comportement sont souvent reprochés à la police nationale. Pour une meilleure entente, la direction nationale de la police a convié la presse à un petit déjeuner de presse. Au cœur des échanges, l'accessibilité à l'information et l'utilisation des données personnelles recueillies par la police avec les caméras de surveillance installées dans les artères de Dakar. Ibou Diouf, Amadouba. Dans la quête quotidienne de l'information, les professionnels des médias sont en première ligne, ce qui n'est pas pour faciliter les rapports entre forces de l'ordre et journalistes, et dans ce que l'on pourrait appeler bras de fer, la police est souvent citée. On ne peut en aucun cas être des adversaires, c'est pas possible.
vous faites partie de la population, nous faisons partie de la population. C'est un travail d'utilité publique. L'information, la communication est un travail d'utilité publique, comme l'est le travail de la police. Parfois, il peut y arriver qu'il y ait des incompréhensions. Et ces incompréhensions sont parfois surmontées. Le face-à-face avec la presse a permis aux journalistes de revenir sur un certain nombre de questions, comme l'accès à l'information. Je voudrais d'abord vous rassurer de ce point de vue, pour vous dire en réalité que nous avons déjà pris en compte ces observations, parce que les communiqués en tant que tels, parfois, servent à la communication de la police. Concernant l'accessibilité de l'information, c'est d'ailleurs ce qui a justifié l'organisation de cette rencontre. Autre préoccupation évoquée par la presse demeure l'utilisation des données personnelles recueillies par les caméras de surveillance. L'utilisation des données à caractère personnel est régie par une loi. Et nous avons la loi sur la protection des données à caractère personnel, ce qui pose un réel problème. Vous allez partout dans des établissements, les gens installent des caméras de surveillance sans même l'autorisation de la CDP. Donc la police ne peut en aucun cas méconnaître la loi sur la protection des données à caractère personnel, même si on a un dispositif aujourd'hui qui nous aide dans le sens de mieux gérer la sécurité urbaine. Face aux journalistes, la police nationale a recueilli quelques doléances, des informations qui pourront permettre d'améliorer les rapports pour moins de bavures et une meilleure collaboration. Des journées portes ouvertes sont annoncées avec des rencontres périodiques, comme les mercredis de la presse, toujours dans l'optique de fructifier les rapports. Merci Ibou. Et puis l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, livrera son traditionnel message de Noël demain à partir de 17h. Message que vous pourrez suivre sur la chaîne YouTube de l'archidiocèse de Dakar. Et puis à propos de Noël, des enfants n'auront pas la chance d'être couverts de cadeaux. Noël, ils vont la passer dans la rue, hélas. Depuis le début du processus de retrait des enfants de la rue, plus de 5300 enfants sont retirés de la rue. L'objectif est loin d'être atteint. Les différents acteurs veulent désormais repenser la réintégration familiale des enfants. Des agents de la brigade spéciale des mineurs ont été formés dans ce sens. Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mehdi. Un nouveau plan de retrait d'urgence des enfants de la rue, un nouveau mécanisme pour mettre fin aux manquements notés dans le processus. Covid est encore là et nous avons constaté que les enfants commencent à revenir. Les opérations menées ont permis de retirer plus de 5300 enfants et la majorité d'entre eux ont été retournés en famille. Aujourd'hui, au niveau de la région de Dakar, nous sommes à peu près 3000 enfants qui sont retournés, avec 39 daara qui se sont protégés volontaires au retour et 49 qui ont été retournés. Nous venons également bien repréciser les rôles de la brigade spéciale de protection des mineurs qui a une mission dévolue à l'article 607 du Code de procédure pénale de retirer les enfants en danger partout où ils se trouvent, de jour comme de nuit, et de les conduire auprès du procureur de la République ou auprès du président du tribunal pour enfants. Une collaboration entre les États, une urgence. Il y a des enfants de nationalité étrangère venant essentiellement de la Guinée-Bissau, de la Guinée, de la Gambie et du Mali. Et nous avons engagé de façon constante des concertations diplomatiques avec leurs ambassades. Et ces responsables diplomatiques se sont engagés à faciliter le retour de ces enfants en collaboration avec l'État du Sénégal. Pour les différents acteurs, il faut penser à l'intérêt supérieur de l'enfant, d'où l'importance d'une réintégration familiale réussie. Il faut être clair, ce n'est pas retirer pour retirer, mais c'est retirer pour restituer à ces enfants un certain nombre de leurs droits fondamentaux. Le droit à la famille, qui est un droit fondamental dans nos cultures. Notre culture, ce n'est pas jeter les enfants dans la jungle urbaine, c'est très clair. Bon, je pense que également c'est important que l'enfant, même si ses parents n'ont pas les moyens économiques, que vous soyez là avec l'environnement familial. L'environnement familial est nécessaire dans les étapes de socialisation de l'enfant. Ces acteurs ont également insisté sur la nécessité de mener des enquêtes sociales avant de retourner les enfants. Ils souhaitent une meilleure implication des chefs de quartier. Pour le suivi des opérations. Merci Maïmouna. Et puis sur le front du coronavirus, 29 décès en l'espace d'une décade.
Le rythme des décès va crescendo, les cas graves s'accumulent également. 5 cas importés sont notés dans le bilan du jour, dans un contexte d'apparition d'une nouvelle souche de la Covid. Élément de réponse dans ce sujet de Ibrahima Kane. Une période d'accalmie, le Sénégal compte de nouveau ses victimes, toutes emportées par la Covid-19. Qu'on le veuille ou pas, la deuxième vague s'est bien installée et risque d'être plus sévère si le pays ne tient pas sur ses gardes. 6 décès sur les dernières 24 heures, 29 en l'espace de 10 jours, 946 nouvelles contaminations, dont 638 issues de la transmission communautaire. Autre constat sur les chiffres, les cas sévères qui ne cessent d'accroître quand on sait la difficulté relative à la prise en charge des cas graves avec l'absence parfois de respirateurs artificiels ou de médecins réanimateurs dans certaines localités, à l'image de la région de Matam récemment. À ce jour, pas moins de 30 malades sont admis en soins intensifs. Le bilan du jour fait également état de 5 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne. Une forte présence de cas importés dans un contexte de prolifération d'une nouvelle souche de la Covid-19 réputée plus contagieuse en Europe, notamment en Grande-Bretagne et en Italie. La surveillance, mais également la rigueur, devront être de mise à l'aéroport international Blaise Diagne pour parer à toute éventualité. Merci Ibrahima. Et puis en sport, le Tech Ball en plein essor au Sénégal avec un tournoi national pro prochainement. Raymond Domenech nommé coach du FC Nantes en Ligue 1 française et puis Jaraaf battu à domicile par San Pedro. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra. Jaraaf se complique la tâche au deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. À domicile, le club de la Médina s'est incliné face à San Pedro de la Côte d'Ivoire sur le score d'1-0 lors de la match aller. Mené à la fin de la première période, Jaraaf s'est montré impuissant durant toute la rencontre. Les Verts et Blancs vont devoir montrer une meilleure facette de leur talent pour renverser la vapeur dans 15 jours en Côte d'Ivoire. Dans une mauvaise passe également, Franck Eliman Kanouté, sanctionné en Belgique. L'international sénégalais du Cercle de Bruges est coupable d'avoir organisé une soirée qui a réuni plus de 22 personnes dans ce contexte de Covid-19. Pour cette infraction, Franck Kanouté va payer une amende de plus de 2 millions de francs CFA. Il devra aussi faire un acte de bienfaisance. L'attaquant international Babacar Khouma retrouve lui le chemin des filets en Turquie. D'une magnifique frappe du droit, il a marqué le but de son club Alanyaspor, tenu en échec par Malatyaspor. C'est le 4e but de Khouma dans la Super League turque. Pendant ce temps, Raymond Domenech va effectuer son retour sur un banc d'entraîneur. Le technicien de 68 ans est proche de s'engager avec FC Nantes en Ligue 1 française. Domenech n'exerçait plus depuis 2010, suite à son départ de l'équipe de France. Il n'a plus dirigé un club également depuis 27 ans. Mélange de football et de tennis, le Tech Ball se massifie au Sénégal. Et pour la mise en place d'une équipe en vue du mondial de la discipline en 2021, l'association qui se charge de la promotion organise un tournoi dénommé National Challenge Series. Il va réunir 32 clubs et se dérouler dans 5 villes, Saint-Louis, Tambacounda, Kaffrine, Dakar et Mbour, au mois de janvier et de février. Merci cher Sadibou. On en vient à la page rétrospective politique ce mercredi. Pas besoin de rembobiner très loin pour trouver le fait politique de l'année. Il s'agit bien sûr de la nomination d'Idrissa Seck à la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Chérif Dia. 2020. Monsieur Idrissa Seck est nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Cette annonce de la nomination de Idrissa Seck à la présidence du Conseil économique, social et environnemental a presque pris tout le monde de court. Le président du parti Rewmi succède ainsi à Aminata Touré, limogé à la surprise générale le 29 octobre. Rewmi rejoint la coalition Benno Bokk Yakaar qu'il avait quittée en 2013 avec à la clé 2 postes ministériels confiés à Yankouba Diattara et Ali Saleh Diop. Un entrisme à l'origine de l'implosion de la coalition Idy 2019. Jotna, la coalition d'Ousmane Sonko éclate aussi à cause de l'audience entre le président Macky Sall et Boubacar Camara. L'APR a aussi subi les conséquences de la mise en place du gouvernement élargi avec les départs de Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Makhtar Cissé, Maître Oumar Youm, à qui on prête des ambitions présidentielles.
Il reste malgré tout dans le parti, sauf peut-être Aminata Touré qui a pris ses distances avec Macky Sall et même prôné pour la limitation des mandats. Nous parlerons de politique très prochainement, mais pas dans cette enceinte. Oumar Sarr prend le chemin inverse. Le leader du parti Soukali devient ministre des Mines. Le président de la République affiche une bonne mine avec l'arrivée de ces ténors de l'opposition qui renforcent la coalition Benno Bokk Yakaar, qui selon lui représente 85% de l'électorat. Le patron de l'APR annonce dans la foulée l'arrivée d'autres anciens candidats à la présidentielle lors de la remise du prix Macky Sall pour le dialogue. Le dialogue, pour moi, ce n'est pas une question de politique politicienne. C'est une question de réalisme. Il devra toutefois faire face à l'ancien député maire de Dakar et à Ousmane Sonko. Khalifa Sall multiplie les contacts avec d'autres leaders de l'opposition pour former un front qui fera face à Benno Bokk Yakaar. Merci Chérif. Et d'autres événements politiques ont aussi marqué l'année, ont fait la une en 2020. L'exclusion de Moustapha Cissé Lo, le limogeage de Maître Moussa Diop ou encore la destitution de Déthié Fall de la vice-présidence du parti Rewmi. Ousseynou Diop. L'actualité ont marqué le débat politique au Sénégal en 2020. L'exclusion de Moustapha Cissé Lo à cause des audios insultants contre Yakhya Mbaye a été l'une des actualités phares à retenir en 2020. Un des compagnons de la première heure du président Macky Sall qu'il a défendu à l'époque contre vents et marées. Cissé Lo était un des pions essentiels de l'Alliance pour la République. Jamais il n'avait hésité s'il s'agissait de défendre le chef de file de l'APR. Une brouille avec certains cadres de son parti et des frustrations accumulées l'avaient conduit à se braquer contre ses camarades qu'il avait copieusement insultés avant d'être débarqué. Le limogeage de Maître Moussa Diop de Dakar Dem Dikk à cause de sa sortie sur le 3e mandat n'a pas également manqué de retenir l'attention des Sénégalais en 2020. L'ex-responsable politique du parti présidentiel à Podor a officiellement fait les frais de sa liberté de penser, mais beaucoup ont aussi indexé sa gestion à la tête de la société de transport de Dakar Dem Dikk. Le limogeage de Maître Moussa Diop provoquera un autre événement non moins remarquable en 2020. En effet, profitant de la frustration de ce dernier, Ousmane Sonko, chef de file de Pastef, a provoqué une rencontre entre lui et son ennemi juré Barthélémy Diaz pour les réconcilier. Ce geste très osé d'Ousmane Sonko avait provoqué beaucoup de bruit dans le milieu politique, mais aussi dans la presse et les réseaux sociaux. Il a d'ailleurs fallu des explications de certains parmi les acteurs pour que l'affaire soit close. Nous retiendrons aussi la destitution de Déthié Fall de la vice-présidence de Rewmi après ses critiques contre le gouvernement à l'Assemblée nationale. Un événement qui a beaucoup secoué le parti Rewmi et provoqué une brouille entre ce dernier et son poulain. Le dialogue national initié par le président Macky Sall a par ailleurs marqué les esprits des Sénégalais. Ces conclaves ont permis aux partis au pouvoir et à l'opposition de prendre langue et de se pencher sur des questions d'une importance capitale pour l'avenir du pays. Ce dialogue a été malheureusement suspendu à cause de l'épidémie du coronavirus. Et justement, au début de l'épidémie Ousseynou, la classe politique s'est réunie avant de se déchirer. La loi d'habilitation du président Macky Sall n'a pas été appréciée par tous les acteurs. On voit tout cela avec Alassane Ba. Mardi 24 mars 2020, les représentants de l'opposition se sont succédés au palais présidentiel pour une série de concertations avec le chef de l'État Macky Sall. L'objectif était défini, obtenir leur assentiment pour pouvoir légiférer par ordonnance sur les mesures à prendre face à la pandémie de Covid-19. Le Sénégal vit des moments forts de son histoire. Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck qui a rejoint récemment le pouvoir, Issa Sall, entre autres, se sont tous entretenus avec le président Sall. S'ensuit l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi d'habilitation, assortie d'une prolongation de 3 mois de l'état d'urgence. C'était le 1er avril. 33 députés sur 165 réunis, Covid-19 oblige, ont voté à l'unanimité le texte autorisant le chef de l'État à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent du domaine de la loi pour faire face à l'épidémie. Maître Malick Sall, garde des Sceaux, avait défendu le projet. Problème, ce choix crée des suspicions au sein de l'opposition sénégalaise, craignant que ce texte justifie des légiférations qui n'auront rien à voir avec la gestion de l'épidémie, offrant ainsi les pleins pouvoirs à Macky Sall au prétexte de l'état d'urgence sanitaire. Autre actualité, celle relative à la gestion de l'aide d'urgence alimentaire dans le cadre du fonds Force Covid-19 par le ministre du Développement communautaire d'alors. Une gestion qui a suscité moult polémiques.
Malgré des tentatives de justification devant la presse, sa gestion a été considérée comme un échec. Mansour Faye s'est attiré les foudres de l'opposition et des mouvements citoyens. Ces derniers le traînent devant l'OFNAC pour conflit d'intérêts et délit de favoritisme. Ses choix sur les convoyeurs de l'aide et l'attribution des marchés à l'origine. L'OFNAC que le ministre Faye dit ne pas aller répondre en cas de convocation. Une telle position irrite l'opposition qui s'en prend à nouveau au maire de Saint-Louis. Mais quelques jours plus tard, Mansour Faye se rectifie. L'agent de l'État que je suis a l'obligation de se soumettre à tout en majuscule, les organes de contrôle habilités et compétents à contrôler le travail qui m'a été confié. C'était lors de sa déclaration faite devant la presse pour répondre au leader de PASTEF sur ce fameux audio prouvant une demande d'audience de la part d'Ousmane Sonko, un différend qui a fait les choux gras de la presse. Sonko nie l'existence d'une audience, mais Mansour Faye lui demande l'autorisation de publier l'enregistrement sonore prouvant ses allégations. De le mettre à sa disposition, à la disposition de la presse et des Sénégalais, comme lui oblige la loi. Le magistrat Cheikh Issa Sall, qui a joué le rôle d'intermédiaire dans cette affaire, s'invite au débat après la divulgation par Yakham Mbaye d'un élément sonore faisant état d'une conversation téléphonique entre le député et le témoin de l'audience qu'il est. 2020, ces personnalités ont chopé le virus Covid-19. Le député Moustapha Guirassi, Aliou Sall, maire de Guédiawaye, Maître El Hadji Diouf, ancien député, leader du PTP, Parti des Travailleurs et du Peuple, Maître Amadou Sall, le député Mamadou Lamine Diallo de Teki, Elentine, Yaya Diallo, Omar Sarr, actuel ministre des Mines, ont tous terrassé l'ennemi invisible. Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, aussi testé positif. La députée Marie-Louise Diouf, elle, a été emportée par la maladie. Merci Alassane. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue.